Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui je vous propose une vidéo FAQ, c'est-à-dire foire aux questions. Pour cela je suis armée de mon petit thé, de mon carnet et de ma chienne qui s'est incrustée pour cette vidéo. Alors il y a quelques semaines j'ai proposé à mes abonnés, donc sur tous mes réseaux sociaux, de me poser des questions de leur choix sur mon parcours, l'écriture, l'auto-édition, la chaîne YouTube, bref, sur ce qu'ils voulaient. Et donc je les ai notées sur mon petit carnet en essayant de regrouper toutes celles qui se ressemblaient pour ne pas faire une vidéo trop longue évidemment. Et je vais essayer d'y répondre le plus clairement possible. Première question, pourquoi l'écriture ? Alors, l'écriture, c'est marrant parce que c'est arrivé dans ma vie d'une manière assez inattendue, c'est-à-dire que moi je n'écris pas du tout depuis toujours, c'est pas une passion que j'ai depuis que je suis enfant ou adolescente, moi c'était le dessin à l'époque. Et en fait il y a 10 ans, j'étais à Paris, donc je suis montée à Paris pour suivre mon compagnon de l'époque, et je n'avais pas encore de travail. Donc la journée j'étais à la maison, j'étais en recherche d'emploi, et Twilight 2 venait de sortir au cinéma et je me suis dit ah tiens bon ça a l'air sympa, j'aimerais bien aller le voir mais j'avais pas vu le 1. Du coup dans les jours qui ont suivi j'ai regardé Twilight 1 et ça a été un coup de cœur. Alors on aime ou on n'aime pas, je veux dire chacun ses goûts évidemment, et en soi quand je le re-regarde je me dis il n'y a rien d'exceptionnel dans cette histoire, c'est pas une histoire extraordinaire, il n'y a pas des choses folles en soi, elle est simple comme histoire. Mais à cette époque-là, j'ai eu un coup de cœur, mais vraiment un gros coup de cœur. Et ce qui est marrant, c'est que je me suis dit, je veux écrire une histoire qui provoque ça chez les gens. Donc en fait, tout est venu de là. C'était que j'ai tellement aimé cette histoire et j'ai aimé ce qu'elle me faisait ressentir. Et je me suis dit, je veux écrire quelque chose et je veux que les gens y ressentent ça quand ils le lisent, quand ils lisent cette histoire. Et donc c'est de là qu'est partie en fait mon envie d'écrire et j'ai écrit comme ça mon premier roman. Alors c'est pas du tout un roman qui a été publié, si vous me suivez un petit peu vous le savez déjà. J'avais commencé à écrire une saga fantastique, enfin c'était une trilogie. Et à l'époque ça parlait de sorciers, de vampires, bon c'était... les vampires, bon, on commençait à connaître un petit peu, les sorciers, les sorcières, j'aimais beaucoup, j'étais une grande fan de Charmed. Et c'était pas aussi connu que maintenant, hein, on n'en parlait pas autant que maintenant. Maintenant, il y a des milliers de livres et de séries sur le thème, mais à l'époque, beaucoup moins quand même, c'était il y a 10 ans. Et c'est vrai que j'avais écrit une histoire voilà, sur ça, j'avais écrit le tome 1, la moitié du tome 2, puis après voilà, j'ai trouvé un emploi, ma vie a repris son cours, entre guillemets, et je suis passée à autre chose. Mais en fait, c'est de là qu'est venue mon envie d'écrire, c'est venu de ce film, qui restera du coup à tout jamais... un film particulier pour moi, que je continue de regarder régulièrement chaque année d'ailleurs. Et même quand je le regarde, hein, je me dis, il a rien de fou, il n'a rien d'incroyable. Et pourtant, voilà, ça a provoqué chez moi l'envie d'écrire et ça a provoqué du coup cette passion et cette nouvelle aventure qui est arrivée dans ma vie. Deuxième question, pourquoi l'auto-édition ? Alors je vais pas revenir en détail sur cette question puisque j'en ai déjà parlé en long, en large et en travers dans une vidéo YouTube qui est donc disponible sur ma chaîne. Juste pour résumer, pourquoi l'auto-édition ? Pour la rapidité. J'avais décidé d'écrire mon livre, j'avais décidé de publier mon livre, donc c'était maintenant et à jamais à l'époque, donc mon premier roman, et je voulais le publier rapidement. Je voulais pas attendre pendant des mois une réponse d'un éditeur, probablement négative, puisque premier roman, personne inconnue, on sait très bien ce que ça donne, et je voulais pas attendre. Donc du coup, je me suis renseignée sur l'auto-édition, et j'ai publié, et ensuite sont venus derrière d'autres points positifs que j'ai appréciés, comme l'autonomie, comme la liberté, comme la polyvalence, etc. Mais en vrai, la première raison, c'est la rapidité, et il faut savoir que je n'ai à l'époque rien envoyé aux maisons d'édition. C'est-à-dire que j'ai pas fait la démarche du tout, je me suis vraiment tournée en premier choix vers l'auto-édition. Alors, question suivante, est-ce que j'écris des scripts YouTube, donc pour mes vidéos ? La réponse est simple, non, pas du tout. Donc en fait, ce que je fais, c'est que une fois que j'ai mon thème, tout dépend de la question que je vais aborder. Si c'est une vidéo dans laquelle je donne des conseils, par exemple 9 conseils pour ou 11 astuces, etc., ce que je vais faire, c'est que je vais juste me faire une liste sur un carnet des 9 conseils, donc juste les titres, pour m'en souvenir dans l'ordre et pour me souvenir des numéros, parce que souvent quand je suis en train de parler, au bout d'un moment, j'ai fini le 3e conseil, je dois passer au 4e et je sais plus à quel numéro je suis, donc j'ai besoin de ma petite liste pour m'en souvenir.
mais c'est tout. Et il y a des vidéos où je ne prépare rien du tout, puisque je parle en fait du thème que j'ai choisi assez naturellement. J'ai pas envie de préparer, j'ai pas envie que ce soit trop de la lecture, voilà, j'ai envie que ce soit naturel, authentique, avec des failles évidemment, hein, je coupe des choses au montage, des fois je me reprends parce que j'ai bugué sur un mot, enfin je veux dire ça arrive, mais c'est tout. Je prépare pas ce que je vais dire, je prépare rien, à part une petite liste de thèmes si je ne veux rien oublier, et là en l'occurrence par exemple j'ai noté les questions parce que je voulais pas en oublier, mais je ne prépare pas mes réponses ou ce que je vais dire. Question suivante, est-ce que je regrette quelque chose dans mon parcours professionnel ou dans mes livres? La réponse va être très simple, non, pas du tout. Alors, on a tous des choses qu'on aurait peut-être fait différemment avec le recul, ou en sachant le résultat que ça a donné, soit. Mais moi je ne changerai rien à mon histoire simplement parce que mon histoire, mon parcours, mon expérience a fait que je suis là aujourd'hui, a fait que je suis en train de vivre la vie que j'ai choisie, parce que on est d'accord, on subit des épreuves, on subit des choses, il y a des événements, des choses plus graves que d'autres bien sûr, mais on a quand même le choix de comment on va rebondir après ça, comment on va aborder l'événement et comment on va s'en servir pour avancer. Et pour moi, c'est vraiment une question de choix, la vie. Alors des fois, les choix sont plus minimes, des fois sur le coup, on a l'impression de ne pas avoir le choix, mais en fait si, et peut-être que après, on voit la différence. Mais dans tous les cas, pour moi, c'est une question de choix, qu'il soit bon ou mauvais, hein. Des fois on se trompe, des fois on fait pas le bon choix, évidemment. Mais mon parcours a fait que j'en suis là aujourd'hui, que j'écris des livres, que je suis dans cette super aventure, que j'en suis là dans ma vie personnelle aussi, que j'en suis là dans ma relation avec moi-même aussi, hein. Vous savez que je m'intéresse beaucoup au développement personnel. Et donc du coup non, je ne changerai rien parce que ma vie me convient comme elle est maintenant. J'ai des objectifs, hein, j'ai des choses que je veux changer à l'avenir, bien sûr, mais c'est grâce à tout ce que j'ai vécu que je suis ici maintenant. Et ça me va, et ça me va très bien, et j'en suis très contente. Donc honnêtement, non, je ne changerai rien à mon passé, à ma vie et à mon expérience, parce que ça forge qui on est, hein. Et je pense qu'on a besoin aussi d'avoir des échecs, des choses difficiles, des moments de larmes, des moments de stress, des moments où on a l'impression d'être au fond du trou, pour avancer, et pour ensuite se rendre compte du chemin parcouru, pour se rendre compte de la vie qu'on a, pour se rendre compte de ce qu'on a construit et pour peut-être aller mieux aussi et apprécier d'autant plus tout ce qu'on a ensuite. Donc non, je ne regrette rien et je ne changerai rien. Question suivante. Est-ce que je dessine depuis longtemps? Alors si vous me suivez sur les réseaux, vous savez que je dessine. Je partage souvent en story, je partage pas beaucoup dans les publications, mais c'est vrai qu'en story Instagram, je partage des fois mes temps de dessin. Alors c'est vrai que j'y accorde pas énormément de temps, c'est souvent le soir quand j'ai envie de me détendre et que j'ai quand même une bonne demi-heure, voire une bonne heure devant moi. Et est-ce que je dessine depuis longtemps? Oui, depuis que je sais tenir un crayon, je pense. En fait, il y en a pour qui c'était l'écriture depuis toujours. Moi, c'est le dessin. C'est-à-dire que depuis toute petite, je dessine. Quand j'étais gamine, on me mettait à une table avec un crayon, des feuilles, et je pouvais y passer mais des heures. Et je ne mens pas, hein, ce sont vraiment des heures. Et j'ai toujours dessiné. À l'adolescence, j'ai dessiné. Quand j'étais jeune adulte, je dessinais encore. Alors il est vrai qu'après, quand on commence à travailler, etc., j'ai un peu lâché le dessin, j'ai mis de côté, j'ai gardé tous les dessins que j'avais faits, en tout cas ceux que je trouvais un peu plus intéressants que les autres. Mais c'est vrai que pendant un temps, j'ai plus dessiné, et de temps en temps, ça me revenait. Donc par exemple, c'est revenu tout doucement pour les marque-pages de la boutique, c'est-à-dire que dans chaque commande, j'offre un marque-page fait main, et en fait, c'est moi qui les dessine. Et c'est pas du grand dessin, je veux dire, c'est pas de l'art en soi, je veux dire, c'est pas des choses exceptionnelles. Mais c'était juste, j'avais envie de m'y remettre, et du coup, j'ai remis un pied dans le dessin, voilà, en faisant des petits marque-pages. Des fois, j'aime bien créer des petites cartes de vœux, etc. Et là, dernièrement, j'ai vraiment eu envie, c'était vraiment un de mes objectifs, de me remettre au dessin et de découvrir l'aquarelle. Parce que moi, c'est du dessin en général, juste du dessin au crayon gris, hein. Et c'est vrai que la peinture, etc., c'est pas trop mon truc, je suis pas douée en peinture à la base. J'ai pas de bons souvenirs de l'école, du lycée en peinture. En général, j'avais plutôt l'impression que ça gâchait mon dessin plus qu'autre chose. Mais j'ai vu passer sur les réseaux sociaux, notamment sur Insta,
des productions à l'aquarelle et j'ai trouvé ça tellement magnifique. Je me suis dit, ah, je veux le faire aussi, je veux essayer. Et ça, c'est tout moi, c'est-à-dire que ça m'a plu, j'ai envie de tester. J'ai acheté un petit peu de matériel, c'est pas grand-chose, hein, c'est des feuilles un peu plus épaisses. J'ai acheté une petite boîte avec de l'aquarelle et 2-3 pinceaux et c'était bon. Enfin, je veux dire, j'ai pas investi un montant exceptionnel. Et du coup, je me suis remis au dessin et du coup à l'aquarelle que j'ai découverte en même temps. Et en fait, c'est un de mes objectifs de 2020 de prendre plus de temps pour le dessin, pour reprendre le coup de main, pour m'améliorer, pour améliorer mon travail parce que forcément on perd ce qu'on a appris, on a moins le coup de main, c'est moins facile, il y a des réflexes qui reviennent mais pas tous. Je pense que vraiment c'est comme tout, hein, il faut s'entraîner régulièrement pour s'améliorer. Et du coup, c'est vraiment un de mes objectifs 2020, de m'y remettre. Mais oui, je dessine depuis toujours, en tout cas depuis que je sais tenir un crayon. Alors, question suivante, j'ai juste redécalé un petit peu la caméra puisque je suis à côté de la fenêtre et en fait, vous voyez les rayons du soleil, on me voyait presque plus. Question suivante, est-ce qu'il y a une chose que j'attends en 2020 ? Il y a plein de choses que j'attends en 2020. On va dire qu'il y a 2 choses en particulier que j'attends vraiment. La première, je vous en ai déjà parlé, c'est le déménagement, puisque on a signé un compromis pour un nouvel appartement plus grand et ça devrait se décanter vers février-mars normalement. Là, c'est en très bonne voie, on a eu des nouvelles tout récemment. Donc ça, c'est une chose que j'attends impatiemment parce que on a commencé les visites quand même au mois de juillet, donc là on est en janvier. On a mis du temps au sens où pendant les vacances, moi j'étais en vacances, mais mon copain non, donc du coup il a fallu trouver des créneaux pour visiter, ce qui n'était pas évident. On avait opté pour un premier appartement, finalement on a changé d'avis, ça ne nous convenait pas totalement. Et du coup on s'est remis dans les recherches, on a recommencé, on a changé la zone de recherche, bref. Il y a eu une deuxième étape vers la rentrée, je crois que c'était vers septembre, je suis pas sûre. Et ensuite, vous le savez que c'est long, paperasse, pour ceux qui ont déjà acheté, faire le dossier, signer le compromis, attendre le prêt, etc. Donc là, voilà, ça traîne en longueur. Il y a eu les fêtes de Noël en plus au milieu, les fêtes de fin d'année, donc ça a traîné d'autant plus. Et là, on a des rendez-vous prochainement, donc ça devrait se décanter. Donc ça, c'est une chose que j'attends vraiment en 2020. Et la deuxième chose, je peux pas vous en parler. La deuxième chose est professionnelle et je l'attends vraiment beaucoup, à laquelle je réfléchis depuis plusieurs mois maintenant et je l'attends impatiemment, mais je vous en parlerai le moment venu, hein, je vous en parlerai quand ce sera abouti, on va dire, parce que pour le moment je l'attends mais c'est pas encore finalisé. Donc voilà, ça se fera en 2020, mais je vous en reparlerai le moment venu. Donc voilà, ce sont les 2 choses que j'attends, une côté perso et une côté pro. Question suivante, comment surmonter les critiques négatives ? Alors, j'ai fait un article déjà sur mon blog concernant les critiques négatives, donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est super compliqué et honnêtement, j'ai pas de recette miracle. Ce que je peux dire, c'est que déjà, avec le temps, on les surmonte mieux. Je dis pas qu'on peut les surmonter à 100%, je pense que ça dépend vraiment du caractère de chacun. Et ça dépend vraiment de sa manière d'aborder les choses, de sa sensibilité, de son caractère. On n'est pas tous touchés de la même manière par les critiques négatives, et ça il faut le savoir. Pour vous donner un exemple, quand j'ai commencé, donc j'ai publié maintenant il n'y a jamais, les 25 premiers commentaires Amazon étaient des 5 étoiles. À partir du moment où on publie, on s'expose à la vie des gens et on a très peur que les gens détestent, qu'ils n'aiment pas, qu'ils trouvent plein de choses à redire. Bref, on est très anxieux quand on publie un roman. Et à partir du 25e, on commençait à arriver des avis plus mitigés. Alors il y a eu des 4 étoiles qui sont aussi très bien, et puis petit à petit, forcément maintenant, il a plus de 2 ans, il a 2 ans et demi, il y a eu aussi des 1 étoile, 2 étoiles, 3 étoiles. Il a quand même 150 commentaires sur Amazon, et donc du coup, vous vous doutez bien que je ne peux pas avoir 150 commentaires 5 étoiles, ce serait un peu bizarre. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que on peut pas plaire à tout le monde, et notre livre ne peut pas être un coup de cœur pour tout le monde. Et en fait, pour accepter cet état de fait, parce qu'on le sait,
mais l'accepter c'est beaucoup plus difficile. Pour l'accepter, il faut se mettre à la place du lecteur et se dire, quand on va voir un film, quand on lit un livre, quand on regarde une série, on n'est pas toujours à 100% dans le film, le livre, la série, on n'est pas toujours 100% satisfait, on n'a pas toujours des coups de cœur, il y a des livres qu'on apprécie, il y a des livres qu'on apprécie mais un peu moins, il y a des livres qu'on n'aime pas du tout, il y a des livres qu'on n'arrive pas à continuer et qu'on abandonne, c'est normal. Ça veut pas dire que la personne en face n'a pas de talent, ça veut pas dire que son livre est nul, ça veut juste dire qu'il n'était pas fait pour nous. Et c'est totalement subjectif et c'est une question de sensibilité encore une fois, et c'est vraiment propre à chacun, c'est-à-dire que vous prenez deux personnes, il y en a une qui va adorer, ça va être un méga coup de cœur, elle va trouver que tout est fabuleux dans votre roman, et peut-être que la personne d'à côté va dire mais non, mais en fait moi j'aurais pas fait ça comme ça, puis le style j'ai pas trop accroché, et puis là il y avait des longueurs, et puis voilà, je veux dire, c'est propre à chacun, il y a des personnes qui vont adorer un roman poignant qui fait pleurer, il y en a d'autres qui vont détester parce que justement ils ont pleuré, j'ai eu cette remarque dans les commentaires que ça faisait trop pleurer. Il y a des personnes qui vont aimer le dénouement et d'autres non. C'est comme ça. Alors après, il faut faire la part des choses entre les critiques constructives et les autres. Alors, les critiques constructives, on peut les prendre en compte, mais là encore je vais nuancer parce que les gens disent « Ah bah à partir du moment où les critiques sont constructives, moi je suis d'accord et je veux bien les lire ». D'accord, ça dépend les critiques. C'est sûr que si on vous dit, quelqu'un va venir vous dire, voilà, la typographie dans ton livre, ça va pas, il reste beaucoup de fautes d'orthographe, ce genre de choses, là, évidemment, ça veut dire qu'il y a vraiment des failles dans votre livre et qu'il va falloir les retravailler. Après, il y a les gens qui veulent réécrire l'histoire. Mais je suis pas d'accord, parce que là, je veux dire, l'histoire, c'est le choix de l'auteur. Si on a décidé que là, ils se séparaient, bah ils se séparent. Si on a décidé que là, tel personnage mourrait, bah il meurt. Si on a décidé que la fin était triste ou au contraire heureuse, c'est notre choix. Le lecteur a le droit de donner son avis s'il le souhaite, hein, je veux dire, c'est un droit de donner son avis, mais ça s'arrête là. C'est-à-dire que c'est pas le lecteur qui écrit le livre, il a qu'à en écrire un, et je trouve que ces commentaires-là ne servent à rien, et pour en avoir déjà eu, je trouve ça complètement inutile, et en fait, c'est des gens qui aimeraient réécrire l'histoire. Mais je suis désolée, on ne réécrit pas une histoire. On prend le livre tel qu'il est, on l'accepte tel qu'il est, on se met dans l'histoire, après on accroche ou pas, hein. Mais on peut pas réécrire l'histoire, et on peut pas en vouloir à l'auteur d'avoir choisi tel dénouement ou telle action dans son histoire. Il faut l'accepter puisque c'est un choix de l'auteur. Et donc du coup, ces critiques-là, il faut les mettre de côté, puisque dans tous les cas, on va pas réécrire son histoire pour faire plaisir aux gens. Et il y a les dernières critiques, qui là pour le coup sont juste méchantes, et il y en a beaucoup. Alors il y en a, c'est de la jalousie, malheureusement, hein. Il y a des auteurs qui vont mettre des commentaires de jalousie. Il y a des personnes aussi qui vont juste mettre des commentaires négatifs, alors je sais pas, il doit y avoir des personnes qui sont mal dans leur peau, mal dans leur vie, qui sont foncièrement méchants par nature peut-être, qui aiment démonter les autres peut-être pour se sentir mieux, je ne sais pas. Mais en tout cas, vous allez avoir les commentaires du style « c'est nul à chier », je me suis ennuyée, franchement, ce livre, ne passez votre chemin, enfin, ce genre de commentaires, vous en aurez forcément. À partir du moment où votre livre est lu, où il commence à avoir son petit public, à avoir un petit peu de visibilité, vous allez avoir des méchants qui laissent des commentaires inutiles. Et en fait, j'ai envie de dire que quelque part, ce sont les plus faciles à accepter parce que on a conscience que ils sont nuls ces commentaires pour le coup et ils servent à rien. Et en fait, il n'y a pas à les prendre en compte. Donc les commentaires de ce style-là, purement de la méchanceté gratuite, on les oublie. La seule chose qui est dommage, c'est que ça fait baisser votre note. Bon bah ça, tant pis, hein, il faut l'accepter, c'est le jeu aussi. Les commentaires mitigés avec ceux qui veulent réécrire l'histoire ou ceux qui sont un peu moins touchés, qui ont un avis mitigé, qui ont un peu moins aimé des passages, bon bah ça il faut apprendre à les accepter parce que c'est comme ça et que ça peut vous toucher évidemment. Et après les commentaires constructifs du type typographie, ponctuation, etc. Là par contre il faut les prendre en compte parce que ça peut vous aider à améliorer votre roman. Et quand je vous disais que c'était une question de sensibilité, c'est qu'il y a des auteurs qui vont parfaitement réussir à passer outre les critiques et que ça ne va même pas toucher. Et puis il y a les auteurs comme moi qui sont beaucoup plus sensibles et que ça peut atteindre. Alors
Moi, ça ne m'a jamais atteint au point de me faire perdre confiance en mes livres, en mes romans, en mes capacités d'écriture, mais j'ai vu passer sur les réseaux des auteurs qui l'ont vraiment très très mal pris, qui ont été vraiment touchés par les critiques et les retours négatifs, et qui voulaient même abandonner l'écriture. Donc là voilà, c'est un peu plus embêtant, et je pense qu'il faut se blinder, il faut vraiment se préparer à ça, et il faut s'endurcir malheureusement, il faut se préparer à ce genre de choses, quitte à ne pas lire les commentaires négatifs, pourquoi pas. Si vous avez vraiment du mal à les encaisser, ne les lisez pas, tant pis, ne lisez que les positifs. Après, c'est un cheminement aussi, et ça prend du temps. Là, j'en suis à mon 5e roman, et j'accepte beaucoup mieux les critiques, les mauvaises notes, les mauvais commentaires, qu'à mon premier roman, évidemment, il y a 2 ans. Avec le temps, on apprend à se faire plus confiance. On se dit aussi que nos romans plaisent. Parce que le fait est qu'au bout d'un moment, vous avez de bons commentaires, de bons retours, des gens qui vous écrivent, des gens qui ont apprécié votre histoire. Et donc, ça vous rassure, ça vous donne confiance en vous et en vos livres. Et c'est plus facile d'accepter les commentaires négatifs parce qu'on se dit c'est pas grave, ça c'est un commentaire négatif, mais derrière j'en ai 10 autres qui étaient positifs. Donc il faut aussi les accepter en s'aidant de ce qui était positif avant. Alors, question suivante. Pourquoi le développement personnel ? Alors, si vous me suivez sur les réseaux, si vous me suivez donc sur cette chaîne avec mes vidéos plutôt du vendredi, vous le savez, je m'intéresse beaucoup au développement personnel, je lis des livres de développement personnel, j'écoute des podcasts de développement personnel, je regarde même parfois des vidéos de développement personnel. Et pourquoi ? Parce que depuis, on va dire, 5 ans, j'ai fait un cheminement sur moi pour avoir plus confiance en moi, pour m'accepter davantage, pour être plus bienveillante avec moi-même, parce qu'on a tendance à être très dur avec soi. Et petit à petit, j'ai commencé à lire des livres de développement, des livres pour m'aider à m'épanouir davantage. Et en fait, je me suis rendu compte que j'appréciais ces lectures, que ça me faisait du bien. Alors, il y a des livres aussi sur la créativité, hein. Par exemple, il y a celui d'Elizabeth Gilbert que je vous conseille vivement, qui s'appelle Comme par magie, qui est vraiment génialissime. J'en avais déjà parlé sur les réseaux. Et du coup, il y a des livres de développement personnel, mais dans plein de domaines. Je veux dire, ça peut être la créativité, ça peut être la confiance en soi, ça peut être la relation aux autres, ça peut être l'entrepreneuriat. Il y a vraiment plein de domaines. Et je trouve que ça fait du bien de se poser aussi les bonnes questions, de faire le point et d'essayer de s'améliorer, d'améliorer sa vie. Moi, ce que je voulais, c'était m'épanouir davantage, être plus heureuse au quotidien. Et des fois, ça fait du bien de lire des choses que peut-être on sait déjà, hein, parce qu'on sait certaines choses, mais on les applique pas. Et ça fait du bien de lire des livres sur ça, de lire des livres qui donnent des astuces, des conseils, et qui vous rappellent parfois ce qui est important ou non. Et puis il y a des livres qui vont vraiment vous aider en vous donnant des clés pour des choses sur lesquelles vous êtes complètement perdu et que vous ne savez pas comment aborder. Pourquoi le développement personnel ? Parce que ça me fait du bien, et ça me plaît, et ça m'apporte quelque chose en fait dans ma vie et dans mon quotidien. Donc voilà, tout simplement. Question suivante, comment arrives-tu à gérer la boutique, les livres, YouTube et l'école ? Alors j'ai envie de dire 3 choses. Organisation, motivation et plaisir. Organisation, vous le savez, pour moi, c'est la clé. C'est-à-dire qu'il faut s'organiser. Et je ne le dirai jamais assez. Je vous parle tout le temps des plannings, des agendas, des planeurs, de tout ça. Pour moi, il faut s'organiser vraiment pour ne pas être débordé, pour ne pas être dépassé, pour ne pas oublier des choses, pour ne pas se perdre dans tout ce qu'on fait. Il faut s'organiser. Donc voilà, moi j'ai des plannings très précis. Je note tout ce que je dois faire. Je fais des listes tout le temps. Et j'essaye de m'organiser au mieux pour tous les temps où je ne suis pas à l'école. Parce qu'évidemment, la semaine je suis à l'école. Et j'ai des choses à faire aussi pour l'école, hein. J'ai des choses à corriger, j'ai des leçons à préparer, j'ai des cours à préparer, etc. Et quelque part, ça passe avant, au sens où c'est mon activité principale. Et ensuite, tout le temps que j'ai autour, je le dispatche entre mes différentes activités. C'est-à-dire que y a des jours où je vais me dire là tu vas coudre, il y a des jours où je me dis là tu vas préparer des tissus pour la boutique, il y a des petits créneaux où je vais me dire là tu fais tes commandes. Après il y a des moments où je vais me dire là tu penses à tes livres, donc tu programmes
tes publications pour les réseaux, ou tu écris. Pour YouTube, hein, par exemple, je vais me dire tel jour je vais tourner 2 vidéos, ou tel jour je vais monter telle vidéo, etc. Et donc j'ai un planning, je sais ce qui est urgent ou non, et j'essaye de le respecter le plus possible. Alors il y a des choses des fois que je suis obligée de reporter, hein, ça m'arrive évidemment, mais j'essaye de le respecter au maximum pour ne pas être débordée, pour ne pas oublier des choses, pour pas être perdue dans tout ce que j'ai à faire. Et ensuite, motivation et plaisir, ça va ensemble parce que si je fais tout ça, c'est aussi que ça me plaît. Ça m'apporte plein de choses, ça me rend heureuse. Tout ce que je fais, ça me plaît de tourner les vidéos, ça me plaît d'écrire des romans, ça me plaît de m'occuper de la boutique. Alors il y a des choses qui me plaisent moins dans tout ça, évidemment, il y a des aspects qui plaisent moins. Par exemple, quand on doit faire ses comptes, c'est moins fun. Quand on doit s'occuper de la promotion de ses livres, c'est moins fun que d'écrire. Bon bah voilà, il y a des choses qu'on aime un peu moins. Mais mes activités me plaisent et donc je pense que c'est important d'y prendre du plaisir et que c'est important pour garder sa motivation sur le long terme. C'est sûr que si demain YouTube ça me saoule, j'arrêterai tout simplement et peut-être que je ferai autre chose à la place. Par exemple, l'année dernière je faisais des corrections, donc je proposais mes services aux auteurs indépendants. Au bout d'un moment, je trouvais ça très chronophage, ça me prenait énormément de temps. Et pendant ce temps, je pouvais pas faire d'autres choses qui me plaisaient plus et qui me faisaient plus envie. Donc du coup, j'ai arrêté tout simplement. J'ai arrêté pour me consacrer à d'autres choses. Après, c'est une question de choix. Et donc, pour être motivé, il faut que ça nous fasse plaisir de le faire et il faut que ça nous apporte quelque chose. Sinon, on peut pas tenir sur le long terme. Question suivante. Pourquoi est-ce que j'ai choisi cette race de chien ? Donc vous l'avez vu tout à l'heure, bon maintenant elle est partie, je pense qu'elle en avait marre, j'ai arrêté de la gratouiller donc elle est partie se coucher. J'ai une chienne, donc une Shiba Inu, qui est un chien d'origine japonaise. Et pourquoi cette race ? Eh bien en fait je connaissais pas cette race de chien. Je connaissais les Akita, pour ceux qui connaissent le film Hachi, qui est un film merveilleux que je vous recommande de voir, surtout si vous aimez pleurer. Je connaissais les Akita qui sont donc beaucoup plus grands et c'est tout, je connaissais pas les Shiba et en fait j'avais très envie de reprendre un chien parce que moi j'ai grandi avec des chiens, j'en ai toujours eu et c'est vrai que quand on se met en appartement, qu'on vit seul, etc., on prend pas toujours tout de suite un animal de compagnie et là ça me travaillait beaucoup et donc du coup avec mon compagnon on a décidé de prendre un chien et le fait est que ça s'est présenté. Et on a craqué en fait. Quand on l'a vue, c'était le gros coup de foudre. Elle était trop belle, elle était toute stressée, elle était dans son petit coin, elle osait pas nous approcher, donc on a eu un coup de cœur et voilà, on a craqué pour elle. Et on regrette pas, j'adore cette race de chien, c'est vraiment top. Alors c'est un peu têtu, mais en fait c'est un chien qui a des... c'est une race de chien qui a des traits du caractère du chat. Donc des fois on a l'impression de voir un chat, c'est assez impressionnant. Et surtout elle dort beaucoup, elle est très calme, donc pour la vie en appartement c'est génial parce que elle aboie très très peu, elle reste seule sans souci, elle nous a jamais fait de bêtises, mais vraiment jamais. Elle dort tout le temps, enfin vraiment c'est très très calme, donc franchement pour la vie en appart je vous conseille 1000 fois cette race de chien. Donc voilà pourquoi cette race de chien, c'était un peu un pur hasard, mais on regrette pas parce que c'est trop bien, puis elle est trop belle, et puis je l'aime. Je suis gaga de mon chien, vous le savez maintenant. Question suivante, as-tu des heures de prédilection pour écrire ? Oui et non. C'est-à-dire que j'ai pas des heures précises, hein. Je me dis pas par exemple tous les jours à 5h j'écris, de toute manière à 5h je suis encore à l'école donc ça risque pas. Mais je sais qu'il y a des gens qui écrivent tous les jours à des heures fixes. Alors bon, c'est souvent des gens qui peut-être qui travaillent chez eux qui ont un peu plus de possibilités, parce que moi si c'était à heure fixe, je suis pas toujours chez moi ou dispo à ce moment-là, donc ce serait compliqué. Mais par contre, j'ai des créneaux, c'est-à-dire que moi, j'aime écrire en fin de journée ou le soir. C'est vraiment pas mon truc d'écrire la journée, le matin non plus. À partir de 5h, 5-6h, ça commence à être mon créneau où je me sens un peu plus dans l'ambiance écriture. Et pour vous dire, même quand j'ai écrit la première trilogie fantastique dont je vous ai parlé tout à l'heure, bon, à l'époque je travaillais pas du coup, et j'écrivais que la nuit. C'est-à-dire que j'écrivais la nuit, je me couchais à 6h du matin quand mon compagnon de l'époque se levait. Et ensuite je dormais la matinée. Je me réveillais entre midi et 2h. Donc en fait j'écrivais uniquement la nuit. Et c'est vrai que j'aime l'ambiance soir et nuit. Et c'est là où j'écris le mieux. Et c'est là où c'est le mieux pour moi. C'est pour ça que c'est un peu compliqué quand je travaille. Parce que le soir je suis fatiguée. Et j'ai beaucoup plus de mal à écrire
que si j'écrivais à un autre moment de la journée. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc, est-ce que j'ai des heures de prédilection? Donc, plutôt fin de journée, soirée. Et enfin, la dernière question. En combien de temps écris-tu un livre, entre parenthèses, premier G? J'écris un livre en 1 mois. Donc en fait, vraiment le premier G, hein, c'est-à-dire du moment où j'écris les premiers mots sur mon ordinateur, au moment où je mets le mot fin, ça me prend en général 1 mois. Et ça a été le cas pour quasiment tous mes livres. Par exemple, Un souffle de vie, je vous l'ai expliqué, ça m'a pris 2 ans, mais parce que j'ai écrit pendant un petit temps, je me suis arrêtée et ensuite j'ai repris pour écrire. Donc lui, ça a été un petit peu différent, mais en général, j'écris pendant 1 mois. Ce que je fais, c'est que je prépare bien mon roman avant. Je prépare les personnages, le plan, etc. J'écris pendant 1 mois, et évidemment, après, il y a les phases de relecture, de correction, etc. Qui viennent ensuite. Mais vraiment, l'écriture en tant que telle, ça me prend 1 mois. Voilà pour cette vidéo, j'espère que j'ai pu répondre à toutes vos questions de manière concise et le plus clairement possible. J'espère que je n'ai pas été trop longue. N'hésitez pas si vous avez d'autres questions à me les poser, soit en commentaire de cette vidéo, soit sur les réseaux sociaux, soit en message privé. Je me ferai un plaisir d'y répondre évidemment. Je vous dis à bientôt, on se retrouve mardi pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner comme d'habitude et à plus.